Dans toutes les pendules de la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième, même heure à Koka dans la préfecture de Doufelgou, même heure également à Michintove dans le Zior. C'est l'heure de la messe, vous le savez, médiatique. Bienvenue à toutes et à tous. Le colloque sur l'extrémisme violent et le radicalisme, le sommet sur l'initiative d'Accra pour la lutte contre le terrorisme, l'augmentation du SMIC en Côte d'Ivoire, la suppression des financements des ONG au Mali par la France, sans oublier les accidents de route qui continuent par se multiplier. Et si le temps nous permet, nous pourrons dire un mot. Nous irons au Qatar pour parler du mondial 2022 auquel le Togo ne prend pas part. Les invités sont tous déjà là, de la droite vers la gauche et de votre gauche vers votre droite, de ma droite vers ma gauche et de votre gauche vers votre droite. Professeur Atafei PSI, il est enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, initiateur d'un colloque tenu les 14, 15 et 16 novembre à l'Université de Lomé sur l'extrémisme violent et le radicalisme. Il est également le président de l'association de paix durable en Afrique. Paix durable en Afrique. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous aurez la parole, vous allez décliner toutes les casquettes que vous portez. Et à gauche, je disais donc, un plaisir et réel plaisir de retrouver un ami qui m'a manqué pendant quelques mois et que je retrouve avec joie. C'est le jeune Magloire Kendi Teko, le rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates, à qui je souhaite un bon retour sur ce plateau après un bail. Merci à toi, cher Eric. Bonsoir. Bonsoir également à mon professeur PESI Atafei qui m'a vu à l'université de Lomé de 2007 à 2009. Ça, c'est la surprise. Ça fait une très belle retrouvaille alors. Absolument. Oui. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision deuxième. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Je suis d'accord que ces derniers temps, on n'était plus ensemble comme convenu, oui. Mais les préoccupations de gauche à droite tout à fait sont passées par là. Mais c'est un réel plaisir pour moi d'être à nouveau avec vous. Merci beaucoup, mon professeur, soyez le bienvenu et merci une fois encore d'avoir sacrifié cette partie précieuse de votre temps pour vous consacrer à la messe. Merci, monsieur Eric. C'est vous qui nous donnez l'occasion d'être ici et de partager ce qu'on peut partager dans la réalisation de la mission citoyenne qui est la nôtre. C'est une occasion que vous nous donnez aussi de découvrir un jeune ami d'il y a quelques années qui m'a reconnu. Je sais que ce travail que vous faites ici ne peut pas être bien apprécié s'il n'y a pas de téléspectateurs. Oui. C'est pourquoi je fais aussi un clin d'œil aux téléspectateurs
pour leur assiduité, mais aussi pour leur observation qui permettent d'améliorer ce qui se fait ici déjà. Je le dis un sincère merci aux caméramans et tous les autres qui travaillent dans l'ombre et qui permettent à TV2 de réaliser sa mission. Et quand vous parlez des téléspectateurs à qui vous faites coucou, vous me rappelez une petite de 5 ans qui ne cesse, qui ne rate jamais cette occasion. Et son papa travaille dans mon école, au lycée à Centre. Et à chaque fois que j'arrive, quand la petite m'aperçoit, elle dit: ah, Paul le télé, il sort. Et elle ne rate jamais l'occasion. Je saisis donc l'occasion pour lui faire un coucou spécial. Elle s'appelle Dorcas. Dorcas, si tu nous suis, on est encore ensemble. Bonjour, coucou à toi, à papa et à maman. Alors, nous ne serions vus nulle part dans le monde s'il n'y avait pas des gens comme Maki Ibrahim et puis Chalim Alexandre qui nous mettent, l'un nous prend, remet à l'autre, qui nous distribue à travers vos petits écrans pour être vus partout. Et vous allez suivre un commentaire qui a été monté en image par une charmante dame. Elle s'appelle Marguerite Cynthia. Et de l'autre côté de la réalisation et de la distribution des images, celui qui s'affaire là-bas, c'est quelqu'un qui a joué à tous les postes ici à la télévision en deuxième. Il a été cadreur, caméraman, il a été journaliste, reporter, il a été monteur, il est présentement au poste de réalisation et de distribution des images. Il est aussi secrétaire de la télévision deuxième. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Oui. Il a tout. Il a tout. Merci. Il a été tout. Mais absolument, vous voyez, moi je dirais tout simplement qu'il a anticipé cette ère nouvelle du journalisme qui voudrait qu'un journaliste puisse être un touche-à-tout. Voilà. Et donc, félicitations à lui. Il a été déjà dans un monde trop vieux pour lui, oui, et bien nouveau pour nous. Très bien. Il s'agit de Alexandre Chalim, à qui je fais un coucou spécial. De l'autre côté de la régie, il joue à tous les postes à la télévision deuxième. À présent, que vous voyez, je suis le prince héritier de la Bina. Vous me connaissez sous le nom de Eric Tanandé. Je vous ajoute une autre casquette. Je suis l'enfant au poumon d'acier, pour ceux qui m'ont connu à Radio Cosmos à Sainte-Bois. Alors, mon professeur, vous revenez d'un colloque, le 3e du genre, sur l'intégration de la libre circulation des personnes et des biens, de même que les défis contemporains de paix dans l'espace CEDEAO, en votre qualité du président de cette association très importante, initiatrice donc de ce colloque. Alors, quel regard introspectif, quelques jours après ce colloque, portez-vous sur l'organisation de cette 3e édition? Merci Monsieur Eric, encore une fois pour l'occasion. Le regard que je porte sur ce qui s'est passé me permet ou me donne le devoir de dire sincère merci au climat de paix qui a prévalu et qui a rendu possible la tenue de ce colloque-là. Et quand on parle de paix, il faut à tout seigneur, tout honneur, il faut remercier le chef de l'État, son Excellence professeur William Singé, pour cette paix-là qui a rendu possible ce colloque. Et en même temps pour les activités qui ont eu lieu et qui ont permis que chacun tire un peu de ce colloque-là pour sa mission citoyenne. Je voudrais dire un sincère merci à tous les ministres qui ont désigné les personnes ressources pour venir communiquer à ce colloque pour que chaque citoyen présent là-bas, chaque citoyenne présente à ce colloque puisse savoir ce qui se fait. Vous savez, dans nos pays, nous savons faire des choses, mais le faire savoir nous manque. Et ça a été donc une occasion pour que les étudiants sachent ce qui se fait,
que les enseignants sachent aussi ce qui se fait et que les enseignants d'un certain niveau orientent leur recherche de leurs étudiants et leurs recherches qu'eux-mêmes entreprennent. Donc ça a été vraiment formidable. Mais en même temps, un sincère merci, une gratitude, en tout cas à la ministre des Armées, qui pour une première fois a désigné des personnes ressources de haut niveau. Je vais parler des officiers qui étaient là et qui avaient communiqué sur des thèmes vraiment très intéressants et vraiment qui ont permis d'ouvrir les yeux sur des aspects sur lesquels nous allons certainement revenir. Et pour dire que je remercie tous ceux qui ont été dans l'organisation. Chacun a joué un rôle. Les autres étaient dans l'ombre, d'autres étaient devant les caméras. Mais à tous ces gens-là, je dis sincère merci. Je voudrais aussi dire merci au président de l'université qui nous a gratifié de l'auditorium dans lequel nous avons mené nos activités et pour le cadre créé pour qu'il y ait des structures de recherche et que ces structures de recherche s'intéressent à la cause nationale. Alors, coïncidence, vous le disiez tout à l'heure, votre professeur a eu le mérite d'avoir organisé un colloque qui a sorti les gens, les sommeliers, même la grande muette. Il le dit tout à l'heure, c'est difficile et très rare de voir l'armée sortir comme ça, aller communiquer, mais il a réussi à sortir la grande muette qui a vraiment montré à la face du monde son talent en matière de stratégie de lutte contre le terrorisme. Alors, ça doit vous dire quelque chose, c'est votre ancien professeur. Bien entendu, non seulement parce qu'il est mon ancien professeur que je me devais de le féliciter, parce que ce n'est pas évident, vu la pertinence justement de la thématique à l'ordre du jour. Je crois que c'est important et il ne va pas me démentir. En anglais on dit information is the power. Yeah. Du coup, vous savez, chez nous ici, on parle beaucoup, on semble tout connaître, mais en vrai, on ne maîtrise rien du tout. Parce que on reste chez soi, on entend les on-dit et on pense mieux connaître. Alors, je crois que c'est un peu ce postulat que mon professeur a voulu renverser, de construire ce mythe en essayant de réunir peut-être autour d'une table de discussion et ceux qui maîtrisent mieux ces thématiques et ceux qui sont peut-être ceux qui ont soif justement de cette conquête-là, de pouvoir échanger avec eux et partant de là, je crois que de fil en aiguille, d'oreille en oreille, on pourrait faire propager la bonne nouvelle qu'il voulait passer. C'est vrai, je ne maîtrise pas tous les thèmes ou thématiques à l'ordre du jour, mais je crois que si l'université en tant qu'institution de la République a jugé utile de mettre son auditorium à disposition des organisateurs, c'est que l'université a jugé bon, ou du moins a estimé que les thématiques ou le thème était si pertinent qu'il faille accompagner les organisateurs. Donc je tire fière chandelle justement à tous les organisateurs, à mon professeur en premier, à tous ceux qui l'ont aidé justement dans l'organisation de ce colloque-là. Mais il faut dire, j'ai fait un tour par là, c'était un monde vraiment monstre, un monde fou qui était à ce colloque pour une première fois, franchement par là. Alors, mon professeur, comment expliquez-vous la participation de tout ce monde que nous avons pu observer dans la salle de la conférence, les 4 jours, les 3 jours Je pense que votre collègue, mon ami, a anticipé pour dire que le thème était d'une importance capitale et c'est des thèmes d'actualité. Et c'est justement parce que tout le monde s'est senti concerné par ce thème. Parce que quand on parle des défis contemporains de paix dans l'espace CEDEAO, et nous tous nous savons de quoi il s'agit. Et quand on parle aussi de la libre circulation des personnes et des biens, nous sommes aussi dedans. Et c'est justement ça qui a fait que il y avait une participation plurielle.
Et cette participation plurielle s'inscrit aussi dans la programmation, le programme, l'orientation stratégique de l'Université de Lomé. Je vais parler aussi des universités du Togo, puisque l'Université de Lomé et l'Université de Kara avaient fait des communications institutionnelles pour que les gens voient comment l'innovation, les projets d'innovation aident à faire face aux défis contemporains. Et de l'autre côté, les stratégies d'innovation, les stratégies de développement, en tout cas toute la réforme universitaire, comment elle accompagne le gouvernement à faire face aux défis contemporains. Et les défis contemporains, il y a beaucoup d'aspects dont il faut parler. On en parlera tout à l'heure, on verra de quoi il a été vraiment question. Mais comme nous l'avons dit un peu plus haut, alors on a constaté l'implication des forces armées togolaises, ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est des gens qui parlent peu et qui sont dans leur caserne, et puis de sorte que lorsqu'il y a problème, mais vous avez réussi à sortir ces gens-là de leur caserne, de leur miette. Alors, quelle a été leur contribution dans cette dont la participation a été très remarquable et très remarquée? Oui, merci monsieur Eric. Au fait, dire qu'ils sont dans leur caserne, ils sont retirés, c'est parfois la méfiance que les civils ont d'eux. Sinon, les communications qui étaient à l'ordre du jour et à leur actif, il fallait hier comprendre de quoi il s'agit. On a compris que c'était la tenue qui faisait la différence. Parce que quand on a écouté la mission de défense nationale et de maintien de paix internationale, l'officier, en tout cas en charge, avait pour mission de présenter, c'était très formidable. Et ça nous a permis de comprendre, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, aux étudiants aussi de savoir ce qu'il faut, ou ce qu'il faut comprendre, comment il faut faire la recherche, comment percevoir les militaires. À partir de ces communications, il y avait beaucoup d'orientation, en tout cas beaucoup de visions qui étaient changées, totalement changées. En effet, lorsque nous avons écouté ce qui a été dit, nous avons aussi compris que l'orientation, c'est-à-dire que l'ouverture de l'université pour que les autres corps puissent avoir accès, c'est-à-dire que ça soit la partie civile ou militaire, que ça rentre dans un cadre de l'université qui consiste à la professionnalisation. Or, quand on parle de professionnalisation, ça signifie que les portes de l'université sont ouvertes pour que les autres spécialités ou spécialistes puissent faire leur entrée pour essayer d'aider tous ceux qui sont à développer d'autres compétences. C'est justement ces compétences-là qu'on en a eu. Et vous comprenez? Oui. De quoi il s'agit? Nous avons l'habitude de penser que quand on parle de sécurité, il s'agit de ne regarder que l'intérieur des frontières. Mais à travers ces communications, nous avons compris que, au fait, pour eux qui sont des spécialistes, la sécurité intérieure, la paix intérieure seule ne suffit pas. Et que les frontières physiques, en tout cas d'un territoire, sont la paix. Les frontières de paix vont au-delà de nos frontières physiques. Et donc, en prenant soin de la paix au-delà de nos frontières physiques, nous sommes en train de cultiver beaucoup plus de sécurité et de paix à l'intérieur. Et là, il faut comprendre pourquoi les gens, pourquoi nos autorités politiques, je veux parler du chef de l'État, va au-delà des frontières. C'est une prévision. Et la prévision voudrait que si de l'autre côté de nos frontières, s'il y a difficulté, il faut aider à résoudre ces difficultés, régler ces problèmes, parce que les difficultés, c'est comme une maladie, ça se contamine. Il vaut mieux aider les gens à régler leurs problèmes à là où ils sont, pour que chez soi, ce qu'on a déjà acquis puisse demeurer. Et c'est justement ça qui explique que quand ces militaires sont venus, en tout cas ces officiers sont arrivés, qu'ils ont fait leur communication, c'est le seul cas qui faisait la différence entre eux et les professeurs. Puisque nous avons pu comprendre, les historiens étaient là, mais je vous assure, aucun historien n'a pu dire le contraire. Et nous avons tous compris que tout ce qu'on fait comme recherche, les recherches, si c'est vraiment alimenté, si c'est vraiment fait avec sérieux, il faut d'abord partir de là avant de pouvoir réaliser des choses. Donc il y a un fond
sur lesquels il faut que les actions se reposent, les fonds basés sur la recherche. Et c'est justement ça. Je pense qu'on a été très fiers de constater que les spécialistes des ministères étaient là. Et les étudiants étaient là. Les enseignants-chercheurs étaient là. Mais en même temps, la population civile était aussi représentée pour que chacun apporte sa pierre à l'édification de la paix. Parce que quand on parle de paix, et là c'est notre slogan, au nom de la paix et pour la paix, nous sommes tous partenaires. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes en train d'avancer. Et la professionnalisation de l'université signifiant qu'il faut faire appel aux autres pour essayer d'apprendre pour être plus pratique. Et là, je vous le dis, dans la gestion des départements, dans la gestion des facultés et instituts, il y a toujours un conseil. Et dans ce conseil, on a les représentants du monde socio-économique. Ce qui voudrait dire que l'université du XXIe siècle, en tout cas pour ce qui concerne l'université de Canada, l'université de Lomé, il y a une orientation à la professionnalisation, une main tendue à l'autre qui n'est pas universitaire pour qu'il apporte son savoir-faire. Et ça s'inscrit dans le conseil présidentiel. Il y a quelques années déjà, où il est fait obligation aux étudiants de tendre la main aux autres, que ce soit les établissements d'enseignement supérieur privé, ou que ce soit les autres qui ne sont pas universitaires, pour que tout leur savoir puisse aussi bénéficier à l'académie, tout comme les recherches, les résultats des recherches peuvent aussi servir au non-académique. Vous avez parlé de l'intégration sous-régionale, vous avez parlé de la lutte contre l'extrémisme violent, vous avez surtout parlé de la paix et de la libre circulation. Ce sont des thématiques ou des problématiques chères à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que le colloque a pu obtenir pour cette institution, mon professeur? Voilà. Merci, M. Eric, pour l'occasion. Vous savez, nous avons trouvé qu'une seule personne, une seule institution ne peut pas réaliser la paix durable au plan national. Mais en même temps, qu'un seul pays ne peut pas réaliser la paix durable pour l'espace. Voilà un point. Cela suppose que pour la paix, nous devons nous serrer les coudes. Nous devons chacun à son niveau apporter sa contribution pour que de la synergie qui se dégage, que l'on puisse vraiment trouver ce qui est vraiment solution. Et ces solutions, lorsque nous tous nous serons les coudes pour apporter à la construction de cette paix-là, elle sera durable. Parce que vous avez apporté ce que vous pouvez. J'ai apporté ce que je peux. Notre ami a apporté ce qu'il peut. Nous qui sommes ici représentants ce que l'on peut retrouver dans un pays, cette paix sera vraiment durable. Et c'est pareil quand on parle de l'espace. Quand on parle d'espace, on parle de la paix au niveau de l'espace, c'est que chaque pays a sa partition à jouer. Et c'est justement ça qui a fait que plusieurs pays, plusieurs représentants des pays étaient là. Et chacun a apporté sa pierre. Et il y a eu des témoignages qu'il ne faut pas faire de vue. Il y a des Burkinabés, Ivoiriens, Maliens, qui disaient que la paix, il vaut mieux garder la paix que de vouloir expérimenter ce qui n'est pas situation de paix. Parce que, et là, nous sommes d'accord avec eux. Parce que nous, en sciences humaines, nous ne faisons pas l'expérience, la meilleure expérience avant d'apprendre. Nous sommes dans la recherche préventive. Il y a une recherche curative, c'est vrai, mais nous sommes dans la recherche préventive pour que des situations de ce genre, en tout cas, où situations de non-paix n'arrivent pas. Parce que quand vous détruisez un homme, vous ne pouvez plus le récupérer. Et l'homme étant l'acteur du développement, l'acteur de paix. Vous portez un coup au développement. Tout à fait. Voilà. Une question pour votre professeur. Non, mais comme je vous l'ai dit au départ, je ne l'étais pas, mais je présume qu'à la fin il y a eu satisfecit et au niveau des organisateurs et au niveau, n'est-ce pas, des participants. Alors ma question, elle est de savoir si au terme du colloque, il y a eu des recommandations et peut-être à l'endroit des gouvernants ou de toutes les composantes de notre société. Et moi j'ajoute les résultats. Est-ce qu'il y a des résultats palpables? Les résultats, il y a les résultats palpables. Au niveau de la RENICA, la structure de recherche que je représente, nous avons
ce qu'on appelle recherche-action. Nous faisons nos recherches dès que nous identifions les problèmes. Nous faisons des recherches liées à ces problèmes. Nous parvenons à des résultats et ces résultats, nous les gérons. Comment nous gérons les résultats? Nous allons vers les projets concrets en associant la population cible. Et c'est cette population cible qui devient actrice dans ce qu'il y a à faire. Parce que les projets que nous concevons, c'est des projets solutions pour des actions solutions, les actions solutions nécessitant les activités solutions. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et dans ce cadre-là, nous avons vraiment trouvé que chacun a sa partition à jouer. Et que chacun soit conscient de ce qu'il a à faire. Que ça ne soit pas une compétition. Que ce soit au plan individuel ou au plan institutionnel, que nos activités ne soient pas perçues comme une compétition. Vous êtes là, ce que vous pouvez faire, vous le pouvez. Ce que je peux faire ne doit pas être en rivalité avec ce que vous faites, mais que ce soit dans la complémentarité. Donc, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que tous les problèmes que nous avons, par exemple, nous avons eu des problèmes de transhumance, nous avons pensé à ça et dit, il faut créer des couloirs. Et dans ces couloirs, il faut pouvoir de l'eau. Une fois qu'on a de l'eau, il faut aussi créer des projets de développement des points. Les jeunes qui sont là en chômage peuvent déjà initier ces projets et régler le problème du chômage. Au même moment qu'ils le font, les bêtes aussi trouveront pour leur compte. Les éleveurs trouveront pour leur compte. Les agriculteurs qui sont de temps en temps perturbés par les bêtes trouveront aussi leur solution. Donc, vous voyez, ça c'est un autre aspect. L'autre aspect, c'est que nous nous sommes dit que si nous qui sommes la population civile ou militaire, nous œuvrons, nous faisons chacun en ce qui le concerne, nous jouons bien nos partitions, c'est qu'il y aura la paix. Et la paix de la population, c'est la paix des dirigeants. Et donc, il ne faut pas attendre qu'on nous demande ce qu'il faut faire avant de faire ce qu'on pense être bon pour la société en tant que citoyen. Voilà des aspects. En dehors de cet aspect, nous nous sommes aussi dit que si tel est le cas, quels sont les différents projets? Il y a d'autres des résultats, il y a vraiment aussi des recommandations. Et toutes les fois qu'on parle de recommandations, ce n'est pas sur le plateau qu'on déballe les recommandations. Donc les recommandations sont destinées à qui de droit. Et au moment venu, ces résultats feront partie. Il a aussi été comme des suggestions que pour un pays où la paix est devenue le qualificatif, il va falloir aussi créer une institution de formation. Et ça c'est l'Union des ressortissants des pays membres de la CEDEAO qui l'a dit. Il faudrait qu'on pense à une formation, à un programme de formation pour la paix durable. Puisque là, si nous avons des éléments de l'intérieur, nous avons nos sources, les ressources, la culture, exploiter cette culture-là pour développer cette formation pour la paix durable serait vraiment un atout. Puisque tout le monde se trouvera dedans, tout le monde se verrait dedans, parce que toute la culture étant, en tout cas africaine étant au centre, on pourrait mieux se comprendre, on pourrait mieux se former. Cela pourra même permettre de former les diplomates. Les diplomates que nous avons, les diplomates ont besoin de connaître notre culture. Il y a des moments où ils sont obligés d'apprendre. Ça pourrait être une occasion pour comprendre d'avoir la perception de la paix, la perception de la sécurité, comment y parvenir, quels sont les acteurs et comment réaliser ça. Donc c'est des éléments sur lesquels nous sommes revenus et nous nous sommes dit que, vous savez, un plateau comme celui-là, on n'a que 1 heure de temps, on ne pourra pas tout dire. Donc il y a d'autres aspects, surtout qu'il y a encore d'autres chapitres que nous devons égrener. Alors, mais une dernière question par rapport à ce sujet, par exemple, ou peut-être, alors, quelles sont les actions que vous envisagez à l'issue de ce colloque? Et quand je parle de vous, comme le disait Bernard Dadier, je parle plutôt de votre laboratoire, le laboratoire de recherche en langue, littérature et puis culture et civilisation anglophone, dont vous êtes le président, mon professeur. Oui, c'est qu'il y a des projets qui sont orientés vers la réduction du chômage. Il y a d'autres projets qui sont orientés vers la sensibilisation, la formation, le moulage de la personnalité ou des personnalités. En tout cas, je veux parler quand on parle de personnalité individuelle, des jeunes comme des grands. Il faut qu'il y ait une formation. Donc, ce que nous avons, c'est que
ces actions-là, il faut pouvoir les réaliser. Et d'autres aspects, c'est que parfois nous ne comprenons pas bien ce qui se passe. Si chacun comprend bien ce qui se passe et chacun sait ce qu'il doit savoir et jouant son rôle avec responsabilité, je pense qu'à un niveau donné, tout le monde, chacun trouvera pour son compte. Et à ce niveau précisément, je voulais parler des actions spécifiques. Vous savez, en me basant sur a man of the people, les démagogues, nous comprenons qu'il y a des résultats qui vraiment montrent vraiment que c'est la face du monde. Nous avons les frustrations. Nous nous sommes dit que il faut créer des actions, il faut concevoir des projets de sensibilisation, mais en même temps d'actions spécifiques pour qu'il y ait moins de frustration en notre sein. C'est les frustrations qui sont responsables de certains comportements, la radicalisation, l'extrémisme violent, etc. Mais comment éviter ces frustrations? Et nous savons que dans ce roman, il y a eu des comportements liés au fait que la population était frustrée. Il y a eu beaucoup de corruption, les gens étaient un peu lésés et ça a donné ce que personne n'a souhaité. En nous basant sur ces éléments-là et en revenant à un niveau donné, nous comprenons que si nous travaillons non pas en rival, mais en même temps en complémentarité, chacun jouant sa partition, que ce soit partie civile ou pas, toutes les composantes de la nation, jouant leur rôle à travers ces différents projets, nous pourrions réaliser ce qu'on appelle la paix durable. Et ces actions sont liées, donc comme je l'ai dit, d'abord il y a la réduction du chômage, mais il y a aussi l'humanisation, la socialisation, la solidarité. Bon, maintenant, chacun sachant que il est un agent de paix, il est un acteur de paix, il est un citoyen conquis pour la paix, conquis pour la sécurité, conquis pour le développement. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui pourront être faits. Et au niveau de la RENICA, nous avons déjà commencé par regrouper les différents résultats et aller travailler selon les différents projets que nous pensons être solutions, pour des actions que nous pensons être solutions et pour des activités que chacun pourrait exercer en ayant en vue qu'on le fait, non pas pour soi, mais pour l'ensemble. Très bien. Alors, c'est donc vraiment merci pour ce colloque d'abord et merci pour votre disponibilité et pour avoir accepté de passer pour nous en parler davantage. J'imagine ce que ça a été tout au long des 3 jours. Et puisque nous parlons de sécurité, continuons-en. Le chef de l'État fort Eswazimna Nyasingbe, et là je vais solliciter beaucoup plus le confrère Mabla. Le chef de l'État était de l'autre côté du Ghana à l'occasion du sommet sur l'initiative d'Accra sur la lutte contre le terrorisme. Des journaux de près ou de loin l'ont perçu et je voudrais vous proposer une revue de ce que la presse a dit et on revient pour nos analyses. Heureusement, les gens qui luttent pour dans ce cadre sont aussi sur ce plateau. Je crois qu'avec Mabla, nous allons en dire plus. Faure Nyasingbe et ses pairs étaient à Accra pour le renforcement des stratégies de lutte contre le terrorisme. C'est la nouvelle à la une du journal chronique de la semaine. C'est à l'occasion d'un sommet dit sommet de l'initiative d'Accra qui a permis à Faure Nyasingbe et à ses pairs de repenser la lutte contre le terrorisme, comme le précise Bounia Le Monde. À Accra, ajoute Togo Presse, des stratégies concrètes ont été proposées pour une coopération sécuritaire renforcée et durable entre les États membres d'une part et dans la sous-région ouest africaine de l'autre. En marge du sommet, poursuit Togo Presse, dans une autre parution, le chef de l'État a saisi l'occasion pour échanger avec le président du Conseil européen et le ministre britannique des Forces armées. Selon Temps Nouveau, le sommet de l'initiative d'Accra a permis au président Faure de montrer à ses pairs sa détermination à endiguer le terrorisme. L'initiative d'Accra avait été lancée
en septembre 2017 et regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo en réponse à l'insécurité grandissante liée à l'extrémisme violent dans la région. Conclut la Lanterne, qui ajoute que ce n'est qu'après que 2 autres pays, à savoir le Mali et le Niger, l'ont rejoint en tant qu'observateur. De lutte contre le terrorisme, elle est aussi vieille que l'humanité, mais ce qui est paradoxal, c'est que plus on se réunit pour lutter contre le terrorisme, plus le terrorisme aussi prend de l'ampleur. Et là, on ne comprend pas et on a envie de se poser la question de savoir s'il n'est pas temps de repenser cette lutte autrement, Maboula. Absolument. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est ce qui se dit un peu partout, parce que, comme on le dit généralement, nous sommes dans une guerre asymétrique où on n'a pas une idée claire, n'est-ce pas, de l'ennemi. Et donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est de rester vigilant, c'est de peaufiner, n'est-ce pas, ces stratégies, ces méthodes, être de garde, de veille tout le temps. Et je crois que c'est ce que les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ont enfin compris, parce que je ne suis pas le seul à faire le constat, vous venez de le dire. Le problème ou le phénomène est en cours depuis un bon bout de temps. Il y a des discours qui s'enchaînent, il y a des rencontres qui s'enchaînent, mais en même temps on constate que ça ne finit pas de frapper. Les gens, pendant que peut-être on se croit à un niveau donné où on semble prendre le dessus sur eux, c'est à ce moment-là justement qu'ils rebondissent pour frapper encore plus fort. Et donc beaucoup d'observateurs ont justement appelé jusque-là les dirigeants à repenser la lutte, et je crois que c'est ce qui a d'ailleurs motivé la mise en place de l'initiative d'Accra, qui a été encore au cœur des échanges, je crois, la semaine dernière à Accra. Oui, c'est même cette semaine justement. Mardi. Et ce qui est encore plus pertinent, c'est qu'on sent beaucoup plus une nouvelle approche qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que oui, ça ce n'est plus un secret pour personne. Depuis un moment, le Togo essaie de prendre le leadership dans la sous-région en termes de lutte contre le terrorisme. On a constaté que le Togo prenait déjà langue avec nos voisins de l'Est, notamment le Bénin, qui également est dans la ligne de mire de ces terroristes. Le Togo prenait également langue avec nos amis de l'Ouest, le Ghana. Même si le Ghana reste, on va dire, un peu épargné jusqu'alors, ça ne voudra pas dire qu'ils ne sont pas dans les viseurs de l'ennemi. Mais la grande nouvelle qui est sortie de l'initiative d'Accra, ou du moins de la rencontre d'Accra, c'est que d'ici les 4 semaines qui arrivent, on va dire le regroupement des pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Grand Nigeria entendent mettre sur pied une force coalisée qui véritablement fera face à l'obstacle, au phénomène ou à ces ennemis invisibles là qui sèment la terreur un peu partout dans la sous-région. Je crois que ça c'est un grand pas qualitatif franchi, parce que autant on critique les dirigeants de faire beaucoup plus dans les discours, autant il faut être apte aussi à féliciter si on estime qu'il y a un acte positif a été posé. Ça, c'est ce qui est de façon institutionnelle au niveau de la sous-région. Ce qui est encore plus pertinent, c'est qu'au niveau du Togo, on semble prendre le Togo par les cornes véritablement, parce que quand vous voyez depuis ce novembre 2021 où notre pays a commencé, le 8 novembre, depuis le 8 novembre, le Togo a commencé par faire la cible, n'est-ce pas, de ces attaques terroristes, on a constaté quand même que ces attaques-là venaient beaucoup plus du Burkina, du Nord. Alors, la malchance du Togo, et ça, beaucoup d'observateurs ont eu à le dire également, c'est que au sud du Burkina, par exemple, on a constaté une sorte de no man's land où ces gens-là arrivaient justement à franchir les frontières
est venu frapper dans la région des savanes et ils arrivent à se replier avec une certaine facilité dans la zone sud du Burkina sans que personne ne soit là pour les traquer. Alors je crois que c'est ça qui a taraudé les esprits des autorités togolaises et à les amener finalement à rentrer en discussion avec les nouvelles autorités, ou je ne sais pas si ça a été fait avec les anciennes autorités, ça n'a pas eu gain de cause, mais la grande nouvelle c'est que avec les nouvelles autorités burkinabées, les autorités togolaises ont réussi à avoir un accord avec le Burkina, un accord qui permet justement au gouvernement togolais et aux forces de défense de sécurité du Togo de pouvoir opérer maintenant sur le territoire burkinabé jusqu'à 40 km au sud, n'est-ce pas, du Burkina. Et je crois que ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une grande nouvelle et qu'il faut quand même mettre les bouchées doubles pour pouvoir traquer ces gens-là. Parce que comme je le dis, ils arrivent à frapper au nord du Togo, mais comme la zone du sud du Burkina, elle est poreuse, avec une certaine facilité, ils se cachent. Et vous n'êtes pas sans oublier que nos États étant liés par des conventions de non-agression et tout, franchir les frontières serait perçu du côté du Burkina par les autorités burkinabées par une certaine violation, n'est-ce pas, des territoires burkinabés. Et c'est pour cela que j'apprécie cette démarche des autorités togolaises qui ont pensé, n'est-ce pas, prendre langue avec les nouvelles autorités pour avoir leur accord, ce qui leur permettrait, avec la logistique qu'on connaît pour les forces de défense et de sécurité togolaises, avec les ressources humaines qu'on a, je crois qu'avec cet accord qui a été conclu, je crois que ça va être un grand pas franchi dans la lutte contre le phénomène. Et ça ne m'étonnerait pas que dans les jours qui viennent, on arrive à engranger des résultats concrets, parce que depuis qu'ils nous ont frappé au nord du Togo, et n'oublions pas, ils nous ont frappé même au Tawa, Santander, le moins. Et quand la réplique a eu lieu du côté du Togo, depuis lors, on a senti que le phénomène s'est un peu arrêté. C'est vrai que c'est aussi, on nous annonce également une nouvelle frappe qui aurait fait des victimes. Ça ne nous étonnerait pas, parce que ces gens-là, leur stratégie, leur approche, c'est de frapper quand on s'attend le moins. Et comme je vous le dis, depuis un moment, il y a eu un peu silence radio. On semble encore prendre le dessus des choses quand ils ont décidé encore de frapper. C'est pour ça que je dis que parallèlement à la politique qui est mise en place, il va falloir au niveau de nos hommes, au niveau de nos forces de sécurité de défense, de rester toujours vigilants, parce que ces gens-là, ils pourraient surgir à tout moment. Et je voudrais bien écouter mon professeur là-dessus. Que pense l'élite togolaise, l'université, le cerveau, le laboratoire de la réflexion, de la pensée, de cette situation c'est vrai que votre colloque va dans ce sens. Vous avez posé la question à quelqu'un qui est le président du comité d'organisation. Tout à fait. Donc sur la question, et c'est en ce sens que je vous réponds. Très bien. Nous avons dans les recommandations, notre première recommandation a dit qu'une seule personne, une seule institution ne peut pas faire la paix durable. Ça, c'est au niveau national. Et qu'au niveau international, un seul pays ne peut pas faire la paix durable. Je pense que tout a été dit. Cela suppose une collaboration, une coopération dans la sincérité. Et le fait de comprendre que quand on parle de paix, la paix n'exclut personne. Et donc, la nécessité d'aller vers le dialogue. Que chacun dise ce qu'il entend par paix. Et qu'une synthèse de la compréhension soit faite. Et à partir de cette synthèse-là, prévoir quelles sont les actions qui sont à mener. Parce que parfois la compréhension de paix et de sécurité n'est pas la même. D'un individu à un autre, d'un pays à un autre. Quelles sont les causes de ces comportements, de ces phénomènes? Il faut aller aux causes.
il faut aller à la racine. Il faut comprendre, aller dans tous les sens, tourner, fouiller et dire avec précision ce qui constitue la cause de ce qui se fait. Sur ces bases-là, à partir de là, on sait que tout ce qui se fait en tenant, en ratissant large. Et une fois qu'on a ratissé large, on est sûr d'avoir pris en compte tout ce qui constitue la racine du mal. Donc, voilà dans ce contexte ce que nous pouvons dire. Et ce qui est dit, vous comprenez que c'est profond, vous comprenez que c'est large, c'est dimensionnel. Et c'est justement là qu'il ne faut pas penser seulement aux forces de défense seulement. S'il y a réussite, c'est que la population a collaboré. Les forces de défense sont là, mais quelle est la part de la population? La population civile qui vit les choses, puisque à supposer que là où nous sommes, il n'y a pas les soldats autour de nous. Mais il y a beaucoup de mouvements qui peuvent se faire autour de nous. Il y a des visites, il y a des sorties, il y a des entrées. Il faut renseigner. C'est pourquoi justement ce colloque a fait en sorte que toutes les couches sociales soient représentées. Pour qu'il y ait vraiment échange, pour qu'on apprenne à se connaître. Vous savez, il y avait une perception erronée du militaire. Lorsque un enfant pose des problèmes dans la famille, on dit mais le soldat vient, reste là-bas. Ça veut dire que le soldat devient une menace. Comment ces enfants, si les enfants sont éduqués comme ça à craindre le soldat, comment dans leur conscience mineure, ils ont déjà enregistré que le soldat ne mérite pas la protection? Non, je ne coupe pas mon professeur, mais il y a un adage qui touche nous qui dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui il faut repenser tout ça. C'est l'idéal, cette sagesse enseigne l'idéal, mais dans les faits, c'est ce que mon professeur dit, dans les faits, l'homme a toujours ça inculque a priori l'homme a toujours une perception négative ou du moins méfiante du soldat, et là ça peut empêcher un peu la collaboration. Voilà, donc justement il faut lever ce verrou-là. Voilà, ce verrou. Il faut que chacun comprenne que chacun a son rôle à jouer. Le soldat, en tout cas le policier, le gendarme, ils sont formés pour jouer leur rôle de protection. Ils sont là et ils ont besoin de la collaboration de la population civile. Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je trouve qu'il y a des activités que les corps là doivent réaliser ensemble. La population civile, les militaires, les policiers, les gendarmes, qu'il y ait des activités au cours desquelles ils vont apprendre à se connaître. Là où vous êtes, vous avez fréquenté avec des gens qui sont maintenant devenus militaires. Ils sont nombreux. Et on se connaît bien en amphi. On a échangé, on a toujours travaillé ensemble. Est-ce que maintenant qu'il y a la tenue fait de nous des extraits ou des... Ça ne doit pas... Donc la méfiance devra être éradiquée carrément. Et pour le faire, il faut que chacun apporte sa contribution. Dans les paradigmes, tout ce qui était conçu pour que quand on veut effrayer quelqu'un, qu'on lui dise que le soldat va venir. Même les adultes, on va t'envoyer un soldat, il va te prendre. Non. Ou bien, je vais t'amener chez le soldat, on va te taper. Toi, tu es un parent, tu es ton enfant, que tu vas l'amener chez le soldat pour que le soldat le tape. Mais quelle éducation? C'est ça justement. Il faut aller par là, il faut creuser, il faut changer les paradigmes, il faut changer de langage, il faut cultiver d'autres orientations pour pouvoir ensemble, qu'on dise que nous sommes tous ensemble, mais nous avons des missions différentes. Très bien. Respecter le treillis et non craindre le treillis ou se méfier du treillis. Je crois que c'est la sagesse que notre professeur vient d'enseigner. Il faut respecter le treillis, mais collaborer avec celui qui le porte et l'aider à faire son travail. Nous restons toujours dans cette fourchette pour parler d'une autre question de sécurité, c'est celle de la route. Il vous en souvient, les cas d'accidents sur nos routes deviennent de plus en plus récurrents et le cas d'Ekon a retenu l'attention de certains journaux comme Ouara les vainqueurs et Flambeau des démocrates.
qui se demande si le carrefour commercial et des affaires est devenu un carrefour des accidents. Il parle là du carrefour d'École. Les journaux font allusion à l'accident d'une fourgonnette ayant fait au moins 2 morts, un accident survenu quelques jours après le braquage d'un convoi d'argent qui a fait 2 morts et un troisième quelques jours après, sans oublier celui de Diagoulé qui a fait également beaucoup de morts, tout ça en l'espace d'1 mois. Magoula, est-ce l'année qui est en train de vider ces dossiers ou ce sont les accidents comme tout autre, d'après vos analyses? Oui, vous savez, c'est vrai, nous sommes africains, et il y a aussi une dimension métaphysique de la chose qu'on ne doit pas ignorer étant africain, mais nous sommes sur un plateau télé où on ne va pas faire de la superstition. Oui, oui. Il faut faire des analyses objectives. Et c'est en cela que je m'en vais peut-être m'attaquer à tous les usagers de la route d'abord, parce que quand vous scrutez un peu, n'est-ce pas, le diagnostic fait du récent cas d'accident au niveau de dès qu'on part le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, le général Damoamiak, on parle d'excès de vitesse. Et si on s'en tient là, c'est vrai que parallèlement à ça, il y a d'autres versions qui sont là. On dira donc tout simplement que même si on s'en tient à ces versions parallèles qui selon lesquelles peut-être que c'est les forces de sécurité qui pourchassaient, qui poursuivaient le camion qui a fait accident, même si c'était ça, je me demande, mais si en tant que chauffeur vous êtes au volant et que vous circulez en pleine ville, où vous constatez qu'à un moment donné vous êtes poursuivi par les forces de l'ordre et de sécurité, et vous ne vous reprochez rien. Vous ne vous reprochez rien du tout. Pourquoi ne pas vous arrêter? C'est la question que moi je me pose, parce que cette version-là dit que les forces de sécurité ont confondu, n'est-ce pas, ce camion-là à un camion qui transportait plutôt de l'essence frélatée. Alors, l'accident s'étant produit, on a constaté que ce n'était pas plutôt du boudet comme on l'appelle généralement, mais plutôt c'était une cargaison un peu de l'huile rouge. Alors ça voudra dire qu'en réalité il y avait aucune raison pour que le chauffeur ne puisse pas obtempérer. Vous voyez? Et donc moi aujourd'hui, lorsque je me rends compte que dans cette situation, un citoyen qui peut-être a quitté la maison, a dit à sa femme et ses enfants, je m'en vais chercher la pétanque du jour et je reviens, et qui puisse trouver malheur en chemin parce que justement à un moment donné il y a un citoyen indélicat qui par la faute de l'incivisme lui a causé du tort. Et vous imaginez ce que c'est que la famille africaine, la famille togolaise, où quand vous trébuchez, vous laissez derrière une veuve, des orphelins et les familles parallèles et tout. Quand je vois tout ça, je dis on aurait pu mieux faire, qu'on sauverait des vies humaines. Et cela m'amène justement à lancer encore cet appel de respect au code de la route, à tous les usagers de la route, parce que quand nous nous comportons avec un civisme sûr dans la circulation, n'oublions pas, ce n'est pas seulement notre propre vie que nous mettons en danger, mais également la vie des autres usagers de la route. C'est pour cela que nous devons de bien nous comporter dans la rue. Cela nous permettrait également de protéger les autres vies humaines. Mais en même temps, je pars de cette situation-là pour me prononcer un peu sur cette approche de la protection civile et de la sécurité dans son ensemble. Vous savez, depuis un moment, on est habitué par les résultats semestriels que le général Yak, ensemble avec son collègue des transports publics, chaque semaine et chaque fin de semestre. Et on constate quand même que les cas d'accident, ça s'accumule.
on donne le nombre d'accidentés ou de cas d'accident, nombre de morts et tout. Mais ça fait peur parce que même un seul mort doit nous inquiéter. Mais quand on constate en tant qu'autorité que malgré tout ce que nous faisons, les sensibilisations, les approches, toutes les approches données, malgré tout ça, on constate quand même que l'incivisme qu'on dénonce continue toujours et ça cause des accidents. Ça fait qu'il y a des citoyens qui perdent la vie au quotidien. Je crois que ça doit objectivement amener l'autorité aussi à changer d'approche. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous, en tant que journalistes, à chaque fois quand on se pointe, n'est-ce pas, à cette conférence de presse, qu'est-ce que le général Yack dit? Oui, on prend des mesures pour sensibiliser. Après, on passera à l'étape de dissuasion et de répression. Mais aujourd'hui, la main sur le cœur, moi je dis, on ne doit plus jouer dans l'attentisme. Il faut passer à l'état supérieur, c'est qu'il faut réprimer. Il faut réprimer parce que si le citoyen lui-même voudrait qu'on mette le bâton dessus, qu'on lui mette le bâton dessus pour pouvoir protéger sa propre vie, il faut le protéger faire. La vie des autres usagers de la route, je dis il faut le faire. Vous vous rappelez qu'à un moment donné où il s'était agi pour le gouvernement qui tapait du poing sur la table pour amener les motocyclistes à porter leur casque, vous avez vu la vitesse de croisière avec laquelle cette opération-là, ce qu'on voulait a été un acquis. Je dis, à un moment donné, l'homme montre que peut-être sans la force brute, il ne pouvait pas entrer également dans l'ordre. Et ça, je parle de nos vies respectives. Si on doit nous amener de force à protéger nos propres vies et à mettre nos familles respectives en sécurité, je crois qu'il le fait. C'est pour cela que depuis le mercredi où on a eu vent de cet accident qui est parallèle également à d'autres cas d'accident qu'on a eu enregistrés dans la semaine, je crois qu'il est temps d'agir et le général Yack doit changer d'approche avec ces éléments. Dès qu'on constate qu'il y a une infraction dans la rue, surtout le viol des feux rouges et la vitesse et la surcharge. Exactement, on ne doit plus dire que oui, on va passer d'abord à la sensibilisation et après, si on peut passer à la répression. Je dis non. Et au même moment, nous avons traité ce cas-là dans notre parution de cette semaine. C'est que vous allez constater qu'il y a un phénomène qui se développe à Lomé ici, c'est que il y a des camions qui transportent des briques et des parpaings non protégés. Et ça, c'est un nouveau phénomène. Qui ne sont pas protégés. Ah là, c'est grave. Une brique peut se détacher et atterrir sur la tête. D'un lieu à un autre, parcourant justement des kilomètres. Et à la moindre manœuvre qui est peut-être mal fait, vous savez que nos routes, ce n'est pas forcément ça. Il y a des nids de poules et tout. À la moindre manœuvre, il y a de ces parpaings et de ces briques-là qui s'écroulent et qui coûtent du dommage aux usagers de la route. Donc nous avons voulu profiter justement de ce carnaval-là pour alerter également l'autorité sur ce cas-là qui se développe en ville ici, parce qu'on ne va pas quand même attendre qu'il y ait également des pertes en vies humaines pour savoir qu'il y a une situation anormale qui se développe. On ne va pas jouer aux médecins après la mort. Merci pour, surtout par rapport à l'approche que vous avez faite dans ce journal, faisant allusion à cette situation que les gens semblent ne pas percevoir. Il y a aussi les camions de sable également, qu'il faut voir qu'ils ne couvrent pas leur surface et qui laissent éparpiller les trucs. Bon, tout ça là à voir. Mon professeur, le temps nous a rattrapé, mais je voudrais vous entendre, vous écouter par rapport à ce sujet relatif à l'insécurité routière. Oui, je pense que personne ne voudrait voir son parent disparaître alors que celui-là ou celle-là a des missions derrière. Et je pense qu'à ce niveau précisément, il faut que les usagers de la route connaissent leurs droits et leurs devoirs. C'est-à-dire que si vous êtes en règle, vous n'avez pas à avoir peur. Je pense qu'il faut des formations, il faut des sensibilisations. Les gens ont parfois peur sans cause. Il faut qu'on leur dise à ce niveau, si vous avez droit, vous n'avez pas à courir, vous n'avez pas à faire ceci. Et vous deviez être en règle. Et une fois que vous êtes en règle, non seulement vous vous protégez, mais vous protégez aussi les autres. Ce n'est pas souvent les fautifs qui meurent, mais parfois c'est les innocents qui meurent.
Bon, nous savons, j'ai aimé l'approche de notre ami, mais je vais avoir peut-être une autre orientation. Bon, je pense qu'il faut, au lieu d'attendre un trimestre, non, un semestre avant de faire le bilan, je pense que chaque trimestre, on peut faire une émission avec image à l'appui pour que les gens voient le tort qui est posé sur la route, comment les gens meurent brutalement alors qu'ils ont beaucoup de choses à faire pour l'humanité, pour leur société, pour l'humanité. Et qu'on choisisse quelques images pour illustrer. Cela va attirer l'attention de beaucoup de personnes sur la nécessité de respecter les feux, la nécessité de jouer pleinement son rôle, de ne rien négliger parce que la négligence est mortelle. Nous avons aussi d'autres aspects. Vous savez, parfois quand un responsable prend une décision, c'est comme nous avons devant nous une pyramide. Lorsque nous faisons face à une seule face, nous pensons que toute la vérité se retrouve. Mais quand nous sommes au sommet, nous sommes exposés à plusieurs faces. Le nombre de faces que nous avons au niveau de la pyramide. Donc c'est ça qui fait parfois on dit que l'autorité n'agit pas vite. Bon, au même moment, lorsque nous voyons l'autorité agir, on se dit pourquoi c'est encore ça. Vous savez, il y a beaucoup d'interprétations, surtout quand il s'agit de l'intervention des forces de l'ordre, etc. On tire des conclusions hâtives sans même savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pourquoi je pourrais mettre beaucoup l'accent sur la prévention. Et cette prévention-là consiste à commencer par faire des émissions avec images. On dira aux gens, les images que vous allez voir ne sont pas supportables pour ceux-là qui ne peuvent pas supporter, pour leur protéger. Eux aussi, ils ont droit à la vie. Mais que c'est important pour que les gens sachent ce qui se passe sur le terrain. Une fois que vous voyez, vous avez perdu quelqu'un sur la route, ou vous avez un ami, ou un autre, un voisin, un parent, ou quelqu'un qui vous est cher dans la vie, vous l'avez perdu dans ces choses-là, vous ne pouvez plus y changer. Vous allez faire attention. Voilà, malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé, mais je sens que Magloire avec quelque chose, vous voudrez encore ajouter quelque chose, mais... Je vais un peu abonder dans le même sens que la proposition faite par le professeur. Et je crois que c'était déjà initié lorsqu'il s'était agi, n'est-ce pas, d'amener la population à s'habituer au port de casque. Je crois que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avait initié une campagne comme ça, d'images, choc, sur les médias, sur les télés, la chaîne nationale et quelques chaînes privées. Et ça conscientise beaucoup plus les gens. Vous voyez des cas d'accident comme ça, ça choque. Et donc ça vous amène automatiquement à une prise de conscience, à vous autodiscipliner. Et je crois que c'est pas ce qui a été à la base. On ne sent plus cette campagne-là. On l'a carrément arrêté. Mais je crois que c'est une très belle proposition. Il faut qu'on revienne sur ça parce que, comme on le dit, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Merci, c'est sur ce sujet relatif à la sécurité que nous allons mettre fin à cette messe. Le temps ne nous a pas suffi. Nous avions encore d'autres sujets à décortiquer, notamment la situation au Sahel, notamment avec la suspension du financement de la France aux ONG maliennes, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Bon, on pourra y revenir la semaine prochaine. Parce que le temps, le dira quelqu'un. Et il ne me reste qu'à dire un grand merci à mes invités ici présents. Merci à vous, professeur Atafei PSI. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lomé et puis président du laboratoire de recherche langue, culture et puis civilisation et autres, plusieurs casquettes sur votre tête. Et puis Magloire Teko Kendi, c'est le rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates, et à qui je dis aussi merci pour sa disponibilité. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Mathi Ibrahim au cadrage. De l'autre côté, son nom m'échappe toujours. Alexandre Tchalem, pourquoi ce tome multidimensionnel ici? C'est de lui que je parlais tout à l'heure. Il
a occupé tous les postes ici, rédacteur, reporter, puis caméraman, cadreur. Il a également occupé le poste de secrétariat. Il joue aujourd'hui le rôle de réalisateur qu'il joint à son poste de secrétariat. Il est passé aussi par le montage. Et donc, merci à toute cette équipe. Merci à Marguerite Sintaya qui m'a monté l'élément que vous avez suivi en fond sonore. Moi, c'est Eric Tarandé, l'enfant pour moi d'acier, le prince héritier de la Bina. Une fois encore, coucou à la charmante et petite Dorcas qui aussi suivi. Bien de choses à tous les élèves du lycée à Guanivet Centre. Coucou à eux et bonne fin et bon début de semaine. Ce n'est pas parce que le pénis est lourd qu'on le tient pour uriner, mais c'est par respect à la fonction qu'il occupe. Une fois encore, ce n'est pas parce que le pénis est trop lourd qu'on le tient pour uriner, mais c'est par respect à la fonction qu'il occupe. Bonne méditation, à dimanche prochain.